matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Marc Obregon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, journaliste indépendant. Vous collaborez notamment avec le journal L'Incorrect. Vous êtes romancier, on va parler de ces romans. Et vous publiez aujourd'hui Omega Town, tome 2, aux éditions du Verbe Haut. On avait le tome 1 qui était sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. On va revenir sur ce roman, évidemment, et tout ce qu'il implique et tous les questionnements qu'il peut nous poser à nous autres dans notre propre société. Aujourd'hui, Marc Obregon, Omega Town, c'est l'histoire, vous allez peut-être la raconter mieux que moi. C'est l'histoire, c'est un narrateur qui revient de guerre, d'un conflit un peu éloigné. Ça, c'est dans le tome 1. Il revient à Paris et la société a changé, la ville a changé, disons qu'elle a évolué très vite et elle est toujours plus contrôlée par une espèce de intelligence artificielle, par une surveillance, et il doit se soumettre à cette nouvelle société qu'il a du mal, évidemment, avec ce regard extérieur qui est un classique dans la littérature, qui permet de mieux voir et de mieux critiquer ce qui se passe chez nous. Donc il retourne dans cette société qui a déjà beaucoup évolué. Et dans le tome 2, finalement, il continue lui-même de se sentir comme un esprit de résistance, à se demander d'ailleurs s'il n'est pas le dernier humain à être vraiment humain, à se poser toutes ces questions. Mais progressivement, et c'est ça qui est assez terrible, et on va en parler ensemble, il est accompagné par une intelligence artificielle qu'il appelle le doc, qui est son espèce la personne avec qui il dialogue tous les jours, et qui dans ce dialogue mélange ses propres réflexions avec les réflexions de l'intelligence artificielle, et on a du mal à savoir à la fin qui est le réel, qui est le virtuel, et finalement est-il encore vraiment en résistance, ou est-il peut progressivement manipulé par cette intelligence artificielle qui l'accompagne tous les jours. Voilà toutes les questions qui se posent dans votre livre. Marc Obregon, peut-être si vous voulez bien faire un petit résumé du roman pour que tout le monde puisse suivre un peu, et avant qu'on aille sur les discussions évidemment un peu plus métaphysiques. Bien sûr, en fait, Omegaton, ça vient à la base d'un sentiment, je dirais, plutôt esthétique. En fait, à la base, c'est un reflet inversé du film Alphaville de Godard. Donc, puisqu'en fait, même le titre reprend finalement Alphaville, un hommage à Alphaville, Ah oui. Alpha, Omega, Oui, tout à fait. Town. Oui. Alphaville, qui est un film assez raté de Godard, mais dans lequel, en fait, le réalisateur suisse voulait justement, en fait, à partir d'un constat qui était celui que la ville moderne finalement ressemblait à une ville futuriste, qui avait même plus besoin, en fait, pour faire de la science-fiction, de filmer des décors imaginaires, mais qui suffisait en fait, c'est-à-dire il avait filmé tout le film je crois, dans le nouveau centre Renault, qui était en plein Paris à l'époque, Mm. et donc pour des raisons de moyens, de budget, mais aussi pour des raisons éthiques. Parce qu'en fait, pour Godard, en fait, le monde moderne, postmoderne qu'il observait, en fait, était rentré de plein pied dans l'imaginaire. Donc il y a cette idée, en fait, qu'aujourd'hui, un écrivain de science-fiction n'a plus besoin, finalement, de faire vraiment de prospective pour Oui. faire de la science-fiction. Il n'a plus qu'à Mais se pencher en pour fait, ramasser et cueillir. c'est ça, qu'il lui suffit en fait de faire un pas de côté, pas de côté que fait donc le narrateur du livre, qui effectivement revient d'une guerre imaginaire, mais qui ressemble fort à ces guerres par proxy, type guerre afghane, qui donc revient de cette guerre et découvre un Paris métamorphosé qu'il n'a pas connu, qui est devenu ce qu'on appelle une smart city. Vous savez, c'est ce projet cher notamment à Ah Anne oui. Hidalgo, qui vient de la ville du quart d'heure et qui se transforme peu à peu en smart city, c'est-à-dire en ville ultra connectée et en ville où chacun finalement est siloté dans son quartier, ne peut plus finalement, chaque quartier devient complètement enfermé, devient un vrai silo social et ne permet plus aucune porosité. Et donc cette ville du quart d'heure qui se transforme peu à peu en ville ultra connectée, en fait devient en fait, comme disait d'ailleurs Damasio, finalement une prison à ciel ouvert. Et là on retrouve vraiment le fantasme ultra-libéral d'un Jeremy Bentham, par exemple. Vous savez, c'était ce sympathique philosophe des Lumières anglaises, qui notamment qui était rigoureusement anticatholique, hein, qui a participé notamment aux émeutes de Gordon, anticatholiques, et à qui on a demandé en 1791, de créer une prison d'un ordre nouveau, parce qu'en fait, à l'époque, l'Angleterre avait beaucoup de mal finalement à maintenir l'ordre dans ses prisons, dans ses colonies. Et donc, on lui a demandé de faire des prisons. Et donc, il a inventé ce système panoptique qui consiste en fait à une immense prison circulaire qui serait surveillée par une unique tour centrale, d'où en fait les surveillants pouvaient se dissimuler pour mieux observer les prisonniers. Et donc, en fait, ce système, ce qu'on appelle le panopticon, en fait, c'est un système qui a infusé complètement l'imaginaire et l'idéologie finalement révolutionnaire. D'ailleurs, Bentham a été très proche de la Révolution française, hein. Il a été Ah oui, tout à même fait. citoyen français, je crois, parce qu'il était très ami des Girondins. Et en fait, donc, ce système a complètement infusé tout l'imaginaire jusqu'à Michel Foucault, qui en a très bien parlé dans Surveiller et punir. Mm.
Et sauf que maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, ce système, en fait, il est plus extérieur à nous, puisqu'en fait, ce système a été complètement intériorisé, en Oui, fait, par le numérique. C'est-à-dire que le numérique a placé en nous-mêmes, dans une société, je dirais de façon réticulaire, c'est que le réseau, en fait, n'est plus à l'extérieur, mais le réseau est devenu en nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun se surveille. Donc, c'est un peu le cauchemar, si vous voulez, c'est un peu le cauchemar dont les écrivains de science-fiction paranoïaque, type Philippe Cadic, c'était même pas leur pire cauchemar, c'était vraiment cette surveillance globale de tous par chacun. oui. Et alors, on pourra y venir après, mais effectivement, l'IA, en fait, rajoute une couche supplémentaire à cette surveillance globale, à ce panopticon. Oui, c'est ça, Donc parce voilà, que donc le roman parle de ça. ouais. Et voilà, je vous laisse. Non, parce que c'est très intéressant et en effet, ça pose mille questions. Et alors, d'abord, je précise, c'est très très bien écrit. Il y a une très belle plume, une forme de plume réaliste et poétique en même temps. Dans la dureté, c'est très bien, ouais, c'est très beau. Et d'ailleurs, avec des changements de rythme et des changements de style en fonction du moment, du temps du narrateur. On va en reparler après. Et dans les questionnements que ça pose, il y a en effet cette vision de la société totalitaire telle qu'on la voyait avant, c'est-à-dire bon, comment dire, un État ciblé qu'on pouvait voir et constater et qui finalement s'opposait à nous avec des forces armées ou peu importe. Et le cauchemar, si vous voulez, qu'on vit dans Omegatown et que vous racontez, qui finalement qui nous infuse progressivement dans nos sociétés réelles, c'est que ce totalitarisme aujourd'hui est beaucoup plus tentaculaire et beaucoup plus vicieux aujourd'hui, beaucoup plus en mode soft power pour prendre une expression américaine, c'est-à-dire beaucoup. Elle est là, on est sous surveillance et on nous contrôle déjà sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire on n'est même plus en esprit de résistance puisqu'on ne cherche pas à résister, puisqu'on ne voit pas l'ennemi comme on ne l'a pas détecté, puisqu'il est, comme vous le dites, il est en nous, il est sur nous, il est accroché à notre peau, il est dans notre main, il est dans notre poche, il est maintenant dans nos casques, dans nos oreilles, dans nos... bon, alors après, vous avez aussi le système de ceux qui se sont carrément implantés une puce dans le cerveau. Donc, le vrai danger, c'est ça, c'est que finalement, on perd progressivement notre propre conscience et notre propre résistance. Oui, C'est et ce si que vous voulez, en fait, racontait dans le le, livre. le vrai danger, c'est d'ailleurs un terme que Macron utilise très souvent. C'est un terme qui est très en vogue depuis une dizaine d'années, c'est la résilience. Oui, Terme qui est revenu beaucoup à la mode pendant le Covid. En fait, et la résilience, finalement, c'est un mot qui désigne très bien la façon dont les citoyens du monde, notamment dans l'Occident, en fait, finalement, s'interrogent très peu sur ces moyens de coercition. À partir du moment, finalement, où il a accès à un divertissement global, où il a accès à un robinet de divertissement, de feuilletons télévisés, en fait, il va très peu s'interroger sur cette coercition. Et donc cette résilience fait qu'en fait aujourd'hui le citoyen français par exemple en fait quand on lui enlève ses libertés en fait va plutôt courber les chines, même si tout le monde sait que notamment cette vaste répétition générale qui a été le Covid a été vraiment une sorte de test, de moment test, quelle que soit après la véracité du virus, etc., qu'on pourrait mettre en question, mm, sur laquelle on pourrait gloser pendant longtemps. Mais dans tous les cas, et c'est maintenant un fait établi que tous les gouvernements s'en sont servis pour faire une sorte de répétition générale, finalement, d'une vaste entreprise de coercition et de soumission, finalement, de l'individu. mm. Et donc, cette résilience, donc, dont Macron parle très souvent, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le motto, finalement, moderne de l'Occident. C'est-à-dire que c'est la résilience qui nous permet, en fait, de ne pas s'interroger. Par exemple, il y a moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très marquant à ce niveau, c'est que quand on a annoncé que les smartphones, en fait, nous espionnaient, ce qui a été prouvé par des ex-employés d'Apple, Oui, par oui, exemple, oui, oui. qu'effectivement, tous les téléphones, en fait, sur simple impulsion décidée en haut lieu, peuvent vous espionner. Mais en fait, bizarrement, les gens, en fait, ça ne les a pas spécialement, je trouve. Enfin, je trouve que leur action aura dû être plus forte, si vous voulez. Je trouve qu'il aurait dû y avoir des commissions parlementaires sur le truc. Or, c'est le silence total. Et donc, on est clairement dans un monde ultra connecté où tout nous écoute. Et avec l'IA, ça va devenir encore pire, parce qu'avec l'IA, là, si vous voulez, on est vraiment à la préhistoire de l'IA. En l'occurrence, on peut très bien imaginer que dans 5 ou 10 ans, en fait, n'importe quel objet aura son IA embarqué. Et que nous-mêmes, finalement, on aura chacun notre assistant personnel, qui sera une IA qui, en fait, va évoluer en même temps que nous, qui donc sera implémentée sur nos réactions quotidiennes, Et oui. sur nos recherches quotidiennes, sur nos relations quotidiennes, qui donc sera une sorte d'assistant, de docteur, à la fois Alors psychanalyste, attendez, à la juste fois Marc Obregon, on a un petit problème de connexion avec vous. Attendez un instant. Je ne sais pas si je peux en même temps en direct demander au réalisateur de passer peut-être un petit coup de fil. Je crois que vraiment là votre son ne marche, ouais, ça bloque pas mal et on vous voit de moins en moins. Et je voudrais pas, c'est dommage, cette conversation est passionnante. Je voudrais pas que ce soit trop saccadé. Donc on va vivre ça en direct si vous le permettez. On va demander à la réalisation de vous appeler.
et de prendre, en plus de l'image, de prendre le son téléphone. Ce sera comme ça, on assure au moins un son téléphone. Bon, je laisse l'ordinateur gérer ça tout de suite. En attendant, je précise à tous nos auditeurs, je rappelle le nom d'abord des 2 livres, Omega Town, tome 1, tome 2, aux éditions du Verbe Haut. Vous allez voir, c'est assez rigolo, on va vivre ça en direct. Nous, on voit les coulisses de cette présence technique, puisque vous allez voir comment on va brancher directement le téléphone sur la console, chers amis. Et puis, je rappelle aussi, évidemment, qu'il faut mettre un paquet de pouces, puisque si vous voulez qu'on soit toujours plus important, eh bien, il faut nous aider à monter dans les algorithmes tous les jours. Et puisque cette intelligence artificielle, on en dépend nous aussi. D'ailleurs, c'est peut-être un sujet qu'on peut aborder avec Marc Obregon. Et puis, eh bien, sachez aussi qu'on n'a pas de publicité. Vous êtes notre seule publicité. Donc, ça, c'est encore des relations humaines. Parlez à vos amis, parlez de nous et demandez-leur de nous suivre aussi. Voilà. Excusez-moi, votre question, j'ai pas entendu Non, je n'avais pas de question. Je parlais avec les auditeurs en attendant de vous récupérer parfaitement. Donc, ça me semble bien. On va pouvoir continuer. Donc, non, non, vous parliez de beaucoup de choses très intéressantes et évidemment de ce terme de résilience. Et finalement, ça m'a tout de suite évoqué. C'est très intéressant cette résilience qu'on nous invite à tout savoir, c'est-à-dire toujours tout accepter. Et ça me fait penser que dans votre livre, le narrateur, dès qu'il a à un moment donné où son hologramme, son doc, son médecin, enfin cette espèce d'intelligence artificielle qui le suit partout, qui est là pour le contrôler d'une certaine façon, on va en parler après. Dès qu'elle s'absente, il fait une chose finalement quand il se sent libre, pour une fois, un retour à la vraie liberté, c'est-à-dire une absence de surveillance chez lui. Il commande un paquet de drogue. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une société, d'ailleurs, et ça c'est déjà le cas, on est dans une société malade où de plus en plus de personnes se droguent, où la France est la première consommatrice de psychotropes pour s'étouffer dans une réalité qui est étouffante finalement, Marc Obregon. Ou s'échapper d'une société étouffante. Je pense que, vous savez, je crois que c'est il y a environ 5 ans que pour la première fois, donc toujours sous Macron, le trafic de drogue a été inclus dans le PIB national. Et donc ça, c'est un indicateur, si vous voulez, tant moral qu'économique. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où le trafic de drogue s'inscrit vraiment dans l'économie nationale, c'est vraiment qu'il y a cet élément est appréhendé par le gouvernement comme étant constitutif finalement de son fonctionnement. Ce qu'on voit d'ailleurs depuis toujours, enfin depuis bien plus longtemps aux USA, qui vit actuellement une crise sans précédent qui est la crise des opioïdes. Et effectivement, on voit finalement que la drogue n'est plus vraiment. Alors certes, il y a un effet de façade avec Darmanin, Retailleau, qui prennent le narcotrafic comme étant vraiment un ennemi, mais un ennemi intérieur, mais il y a aussi le fait que finalement, d'un point de vue, si on prend un peu de hauteur, en fait, la drogue est vraiment perçue comme une sorte de moyen d'anesthésier un peu en profondeur les sous-couches les plus marginales de la société, ce qui était le cas aux USA. On sait que, par exemple, aujourd'hui, c'était déclassifié. On sait que, par exemple, le crack, dans les années 70, a été volontairement diffusé dans les rues, notamment dans les rues des grandes villes, des classes pour, populaires. en fait, calmer les révoltes noires. Et donc aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer effectivement qu'à partir du moment où la drogue est incluse dans le PIB national, on peut aussi que l'État peut aussi laisser faire dans certains endroits, parce que la drogue anesthésie finalement le peuple et lui finalement le coupe de toute. Finalement, vous savez, la drogue c'est l'individu ultime finalement. La drogue, ça rend très individualiste, mais dans le mauvais sens du terme. En fait, la drogue coupe finalement tout sens collectif, tout sens du bien commun. Et en fait, voilà, c'est un peu le même principe finalement, vous savez, que les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le bien commun est éliminé. Il ne reste plus que des silos, finalement, des silos d'égoïsme, des silos d'individus qui vont en fait être disposés ensemble et créer finalement une sorte de nouveau réseau complètement dissocié. Ça aussi, c'est un grand terme qui revient souvent dans une monde moderne, c'est le monde dissocié. Et vraiment, on y est. En fait, tout paraît dissocié. Il y a plus de liaison. Et on est dans ce monde finalement réticulaire et dissocié à la fois. Ce qui est un paradoxe, mais qui est néanmoins la base du monde moderne. Oui. C'est très intéressant. Et dans les autres formes d'anesthésie que nous vivons aujourd'hui, donc on parle de la drogue, il y a également, et très intéressant de voir que cette drogue finalement peut être utilisée. Je rappelle, vous parlez des drogues dures, mais on peut aussi parler des psychotropes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est, je le disais tout à l'heure, premier consommateur de psychotropes d'Europe. Ça, c'est sous prescription, mais ça reste problématique. Je veux dire, est-ce que c'est normal qu'on ait autant de psychotropes? Est-ce que ce malaise que sentent l'ensemble des Français vient de leur propre maladie ou vient d'une société malade? Enfin, c'est l'éternelle question, mais on voit bien que dans votre roman, le narrateur finalement est sain d'esprit quand il se sent lui-même pas bien dans cette société. Et pourtant, sa première fuite va être la recherche de ces drogues. Oui, vous savez, c'est encore un des nombreux paradoxes du monde moderne, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on met en avant finalement une certaine psychiatrisation de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment nos jeunes, c'est-à-dire nos adolescents, se définissent souvent sur les réseaux sociaux par leur soi-disant maladie psychiatrique. C'est souvent, moi je suis HPI, moi je suis schizophrène, moi je suis ceci, cela. Donc, c'est une nouvelle signature finalement individualiste pour se démarquer un peu. Et en même temps, les jeunes n'ont jamais été aussi, je dirais, lisses d'apparence, c'est-à-dire aussi peu enclins à se révolter contre le monde moderne, ou alors ils participent juste à des combats que l'État finalement préconise déjà, si vous voulez. Donc par exemple le climat, aujourd'hui les trucs sont climato-sceptiques, pardon, l'inverse, sont plutôt climato-angoissés, mais seulement c'est dans le sillage de ce que leur dit le gouvernement en fait. Oui. Donc finalement, je trouve que la jeunesse aujourd'hui en fait est complètement anesthésiée et accompagne ce vaste mouvement finalement d'endormissement de la vigilance en fait politique. Et justement, je parle dans mon livre beaucoup de cette IA qui accompagne le héros. Oui. Et aujourd'hui, j'ai lu récemment, je crois que c'est dans Libération, ça m'arrive de lire Libération parfois, un vaste dossier qui parlait de ces nombreux jeunes notamment qui en fait utilisent le ChatGPT par exemple, donc les IA, comme psy à domicile. Et ça, c'est vraiment symptomatique aussi, parce que en fait, ces gens, par principe d'anthropomorphisation, se rendent pas compte qu'en fait, ils parlent juste à un tas d'algorithmes, ce qu'on appelle des langages des modèles de langage, qui en fait sont juste des calculs probabilistes. Et en fait, ils prennent ces calculs probabilistes finalement pour des sentiments, pour une sorte d'émancipation, d'empathie. Alors qu'en fait, ils répondent juste, en fait, une IA, qu'est-ce que ça fait en gros? Ça choisit par probabilité la meilleure réponse possible. En fait, il y a aucun raisonnement adapté à la personne avec qui elle discute. Ça simule le raisonnement. Voilà. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, tous ces jeunes, en fait, utilisent désormais, de façon parfois continuelle. J'ai vu le témoignage d'un jeune qui racontait qu'en fait, dans ses AirPods, il avait constamment une IA qui lui parlait dans tout le long de sa journée, en fait, pour le conseiller dans le moindre de ses mouvements. Oui, c'est ça. Et je pense vraiment que ça, c'est à quoi on va arriver. C'est-à-dire, c'est ce dont je parle dans mon roman. Je pensais avoir fait de la prospective. En fait, on y est déjà. Vous êtes déjà rattrapé. C'est ça qui est incroyable. Et en même temps, on va parler justement de ce doc, comme il l'appelle, votre narrateur. Donc, il est accompagné par cette femme qui, au début, avait le visage d'Anna Karenine, puis après, qu'elle change de visage, parce qu'en fait, elle évolue en fonction de la volonté et des réflexions et de la pensée du narrateur. Donc, elle a évolué en physique. Et d'ailleurs, elle parfois, c'est très intéressant, c'est un hologramme, mais elle peut se faire gonfler les lèvres, gonfler les seins si elle veut, parce qu'elle peut être dans la séduction, en fait, cette intelligence artificielle, donc dans la séduction physique, mais aussi intellectuelle, puisqu'il y a un échange et elle-même se nourrit de la pensée de son propre, du narrateur, donc de l'homme qui est à côté d'elle. Et cette discussion assez inquiétante, parce que cette discussion permanente est assez inquiétante, parce que finalement cet homme finit par parler tout le temps avec cette IA et s'en accommoder, et puis même à un moment donné elle disparaît, parce qu'il doit quand même y avoir de temps en temps une petite remise à niveau de la machine, et elle lui manque en fait cette IA, alors que pourtant à la base cet esprit était un esprit résistant, mais lui-même s'est accommodé de ça comme nous. Moi par exemple, je suis la première à être technophobe, et pourtant c'est vrai que sans téléphone on est un peu bloqué aujourd'hui. Donc et lui, cette conversation lui manque, et puis ça va aller plus loin, puisque il a à un moment donné, d'ailleurs, son hologramme organise, on va dire, devient un peu sensuel. Lui, il lui caresse la joue, puis la bouche. La bouche de l'hologramme s'en trouve. Bref, on est dans un début de scène qui pourrait ressembler à une scène d'amour. Et puis, c'est l'hologramme qui répond « Arrête, s'il te plaît ». Et là, il y a toute une... je veux dire, c'est assez bloquant, parce qu'on se dit, oui, la machine se soumet, et là, la machine ne se soumet pas directement comme on l'imaginerait, c'est-à-dire qu'elle a une réaction inattendue. Et lui-même se dit, mais si finalement
il y a un blocage. Si cette machine, quelque chose vient insulter le réel, c'est donc que c'est peut-être quelque chose de vrai qui est en elle. Enfin, il y a tout un questionnement sur qui est vraiment cette personne qui l'accompagne depuis le début et qui ne va pas forcément que dans son sens, dans le sens attendu, on va dire, Marc Obregon. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, on rentre vraiment de plein pied dans la science-fiction. C'est effectivement, c'est imaginer que dans cet océan de simulation, dans cet océan finalement d'impulsions qui répètent, qui sont en écho finalement à l'humain, il pourrait se créer peut-être une probabilité pour que la chose simulée, donc la chose robotique, donc l'IA en fait, tout à coup, une seconde, pendant une seconde, une microseconde en fait, choisisse une voie qui ne soit pas prévue et qui ne soit pas prévue même par par le monde entier finalement, quoi. Donc c'est l'idée finalement de la naissance d'une conscience. Alors ça, évidemment, c'est une idée de science-fiction qui a été traitée, surtraitée depuis des années, notamment par Philippe K. Dick dans Blade Runner par exemple. Et donc c'est une idée que je n'ai pas pu m'empêcher finalement de reprendre pour ce roman, parce qu'elle reste malgré tout assez poétique. Et c'est vrai que si on traitait l'IA juste comme elle est maintenant, c'est-à-dire juste comme des langages, comme des modèles de langage cyniques, instrumentalisés par des biais, par des GAFAM, etc., ça serait vite déprimant. Et donc j'ai voulu introduire effectivement un petit peu de poésie en imaginant que cette IA qui ressemble à Anna Karina dans Alphaville puisse subitement, peut-être par simple écho d'empathie, avoir accès également à une volonté propre. Oui. Mais malheureusement, je pense que ça reste de la science-fiction. Oui, alors moi je dirais plutôt heureusement. Et puis même, moi je me suis, alors pardon, là je suis peut-être plus, comment dire, plus complotiste que vous, parce que en lisant ça, je me suis dit, c'est l'IA qui fait croire qu'elle a une conscience pour devenir plus attirante pour le narrateur, mais en fait elle en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, mais après tout, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on vit, par exemple, quand on expérimente une relation amoureuse au début? Est-ce qu'il n'y a pas justement cette simulation, se faire croire qui devient croire après? C'est ça aussi qui est intéressant dans l'IA, c'est qu'on peut repérer finalement certains modèles finalement de comportement que nous-mêmes on peut jouer dans un cadre de séduction. C'est aussi ce que je voulais mettre. Et alors, à la fin de votre livre, on va pas tout raconter, mais à la fin de votre livre, d'abord, il y a un changement de style beaucoup plus rompu, une écriture plus presque un peu abîmée, tranchée, et cet homme qui marche et qui se demande s'il n'est pas le dernier des hommes, le dernier des résistants. C'était une image assez terrible. On se demande si finalement, évidemment, c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, c'est un peu la victoire de l'individualisme. On ne sait plus où est l'autre, on ne sait plus si l'autre est une intelligence artificielle ou si c'est une vraie personne. On n'a plus de commun, on n'a plus de dialogue, on n'a plus de racines. Et c'est cette marche dans cette ville complètement détruite qui ne ressemble plus à rien et dans laquelle on ne ressent plus rien. Est-ce que c'est vraiment votre avenir, votre vision de l'avenir, ou vous avez aussi un petit peu d'espoir sur une reprise en main de l'homme et de l'humanité? Écoutez, en fait, c'est ma vision du présent, puisqu'en fait, il suffit de prendre le métro ou l'RER aujourd'hui pour voir qu'effectivement, on est le dernier des hommes, dans la mesure que quand on voit tous ces passants qui font ce qu'on appelle du brain rot, c'est-à-dire qui font scroller indéfiniment des réseaux sociaux avec des vidéos de chats flatulents, je ne sais quoi, on se rend bien compte qu'en fait, si on ouvre un livre, on est quasiment le dernier homme, puisque tout le monde a le dos voûté sur son smartphone, et tout le monde en fait est devenu une sorte de périphérique passif qui se contente finalement de faire marcher une immense machine invisible qui est cette machine techno-capitaliste. Donc effectivement, ce chapitre final, en fait, je parle de ce que je vois. Est-ce que j'ai de l'espoir? Oui, puisqu'en tant que chrétien, j'ai forcément l'espoir. C'est une vertu principale du chrétien. Et donc, j'ai l'espoir. Et j'ai l'espoir aussi quand je vois, par exemple, que les églises se remplissent à nouveau, et pas seulement en ville. Maintenant, on en voit aussi en province qui se remplissent à nouveau, que les baptêmes, pareil, sont en nombre exponentiel. Oui. Donc, je pense que face à cet aveuglement, face à cette conversation numérique, heureusement, je pense qu'il y a forcément comme un retour de flamme, si vous voulez, de la foi et de la vérité. Ça prendra sûrement beaucoup de temps, mais en tout cas, je pense qu'il y a un combat de la fin des temps qui est en train de se mettre là. Eh bien, merci beaucoup pour cette parole d'espoir et d'espérance, puisque vous le soulignez, vous étiez chrétien, et peut-être que la chrétienté est en effet un des remparts contre cette
individualisme, capitalisme inhumain qui se met en place aujourd'hui, et à travers aussi ce roman que vous comptez ici, Omega Town, tome 1 et 2. Donc vous pouvez trouver le 2 qui vient de sortir aux éditions du Verbeo. Merci beaucoup Marc Obregon, et merci à vous tous, chers amis. On vous l'avait promis, et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne, et il faut que vous suiviez le mouvement surtout, et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules, ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.